le Conseil a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu donc des communications orales, autorisé donc des missions et procédé à des nominations. Nous avons débuté nos travaux à 9 h et nous les avons achevés à 13 h 40. Au titre des délibérations, au titre de la présidence du FASO, sous donc l'égide du ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret donc portant création, attribution, composition d'un Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il vous souviendra que le 21 avril dernier, le Conseil des ministres avait déjà acté une feuille de route pour la réconciliation nationale. Donc un pas supplémentaire vient d'être posé et ce Conseil national d'orientation et de suivi sera donc présidé par le Premier ministre avec des vice-présidents qui sont donc ou qui seront issus des forces morales de notre pays. Et il n'est pas inutile de rappeler les attributions de ce Conseil d'orientation et de suivi et qui sont donc de donner des avis sur les sujets liés à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale, de donner également des orientations pour l'organisation et la tenue d'un forum sur la réconciliation nationale. C'était aussi une activité importante annoncée, non seulement par le président du FASO, mais aussi par le ministre en charge de la réconciliation nationale, et rappelé à l'occasion de la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, devant donc la représentation nationale. Il s'agit donc pour ce Conseil aussi de donner, j'allais dire, des orientations pour l'organisation et la tenue de ce forum. Et puis, ce Conseil national va aussi étudier et faire des propositions sur les politiques et stratégies liées donc aux dossiers qui sont relatifs à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au projet de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Ce document qui a été adopté donc ce matin, il couvre la période 2022-2024. Ensuite, le Conseil des ministres a noté avec satisfaction que le document a été élaboré dans une tendance qui espère une croissance économique à renouer donc, à partir de 2022. Et naturellement, l'orientation du gouvernement est de faire en sorte que nous puissions, à travers nos budgets, travailler encore à l'apaisement du climat social, en faire en sorte aussi que nous puissions davantage atténuer l'impact économique de la pandémie à Covid. Vous savez très bien que plus que la maladie elle-même sur les personnes, c'est aussi les conséquences économiques sur nos systèmes économiques que cette maladie a emporté. Il faut continuer donc à faire en sorte que nous puissions atténuer les effets négatifs de cette pandémie. Et puis naturellement, comme vous le savez, les efforts en matière de sécurité doivent être encore maintenus. Il s'agit de faire en sorte de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, de renforcer naturellement la résilience parce qu'effectivement le défi sécuritaire continue donc de se poser à notre pays. Et cela depuis 5 ans. Vous pouvez donc le noter avec moi. Donc les grandes orientations de ce document qui va faire en sorte que le budget 2022, 2023, 2024 tels qu'ils seront élaborés vont essayer de tenir ces grandes priorités, ces grandes masses dans un scénario d'optimisme. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté 3 décrets. Le premier concerne donc la procédure de recrutement du contrôleur général d'État. Le deuxième décret porte organisation, attribution et fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC. Et puis un troisième décret est relatif au répertoire intermétier de la famille de la communication et des métiers de la culture. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a examiné et adopté un rapport relatif d'une part à la situation dans les établissements d'enseignement secondaire de notre pays
Et puis aussi, ce rapport était relatif aux modalités d'achèvement de l'année scolaire 2020-2021. En rappel, vous savez que malgré la sensibilisation et les efforts de communication du gouvernement, à l'interne comme à l'externe, donc avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, l'annonce des réformes a suscité des violentes manifestations, des actes de vandalisme que vous avez pu noter avec nous au sein de certaines structures scolaires, notamment à Ouagadougou ici, ayant même depuis hier entraîné malheureusement le décès d'un élève. Donc c'est une occasion pour le gouvernement de réitérer donc ses condoléances à la famille de cet élève et de rappeler aussi à la communauté éducative qu'il y a urgence à revenir à la raison. Il y a également urgence, et le gouvernement l'a rappelé, que la fermeté sera de rigueur par rapport à un certain nombre d'actes qui portent atteinte, j'allais dire, à l'ordre public et à la quiétude. Je pense que vous pourrez noter avec nous qu'un certain nombre de décisions sont déjà prises à cet effet. À l'issue donc de cette situation sur les manifestations, après avoir aussi passé en revue ce calendrier, le Conseil des ministres n'a pas manqué de prendre connaissance de la situation de l'exécution des évaluations en fin d'année scolaire, donc 2020-2021. Alors, au total, le Conseil des ministres a noté, informé donc par le ministre en charge de l'Éducation, que sur 4 453 établissements sur l'ensemble des 13 régions, 697 établissements n'avaient pas fait les évaluations du 3e trimestre. Autrement dit, 3 757 établissements ont fait les dernières évaluations du 3e trimestre, soit un taux de réalisation du programme scolaire et des évaluations de 84,37%. Au regard donc de ces données, de cette situation globale très positive, et au regard naturellement d'un certain nombre de faits dans les établissements secondaires, le Conseil des ministres a autorisé les décisions suivantes. Il s'agit pour l'achèvement donc de l'année scolaire 2020-2021 de faire en sorte que les établissements qui ont réalisé toutes les évaluations, qu'ils puissent tenir leur conseil de classe et de libérer donc les élèves des classes intermédiaires, donc les classes qui ne sont pas en situation d'examen. Pour les établissements n'ayant pas réalisé toutes les évaluations, j'en ai fait un parcours tout à l'heure dans le tableau, il s'agit de poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés donc au 17 juin 2021. Pour les classes d'examen des établissements fonctionnels, poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés au 17 juin 2021. Le lycée Philippe Zenda Kaboré, ayant subi des dégâts critiques quant à son fonctionnement, va donc demeurer fermé, tout simplement. Donc, telles étaient les décisions sur le dossier relatif donc au ministère en charge de l'Éducation nationale et relativement donc à l'achèvement de l'année scolaire 2020-2021. Le Conseil des ministres est passé ensuite aux communications orales après ces délibérations. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a fait un point au gouvernement sur l'organisation du Hajj, édition 2021. Le gouvernement a pris connaissance des informations utiles que le consul général de Burkina Faso en Arabie Saoudite a bien voulu communiquer donc au MATD. Et il est tout à fait indiqué de rappeler ici ces informations. Il s'agit, au titre de l'édition Hajj 2021, de l'obligation pour les pèlerins de l'intérieur de recevoir 2 doses de vaccin contre la COVID-19 avant le 1er Zulhijja, 12e mois de l'Hégire, ce qui correspond au 11 juillet 2021. Cette exigence concernerait également tous les pèlerins de l'extérieur qui doivent recevoir 2 doses de vaccin reconnues par l'OMS. La seconde dose doit être reçue 1 semaine avant l'entrée dans le royaume d'Arabie Saoudite. La deuxième information, le port du masque à tout moment pendant toute la période du pèlerinage sera obligatoire, aussi bien pour les pèlerins
que pour les employés des services techniques du ministère saoudien du Hajj, il sera exigé à tout pèlerin la présentation d'un test Covid-19 certifié négatif 72 heures avant l'arrivée en Arabie saoudite. 72 heures d'isolement sont également imposées dès l'arrivée dans le pays. Pendant cette période d'isolement, le pèlerin sera soumis à un autre test 48 heures après par une structure agréée. Ces dispositions devront s'articuler avec l'immunité vaccinale de 60% des populations de la Mecque et de Médine avant le début du mois de Zulhijjah, à l'exception donc des catégories à risque qui ne sont pas autorisées à accomplir le Hajj. Seules sont concernées donc les catégories d'âge de 18 à 60 ans. Ensuite, dernière information utile sur le Hajj, c'est le respect strict des mesures barrières dans les chambres et la distanciation de 1,50 m entre les pèlerins. La programmation des déplacements des groupes de pèlerins n'excédant pas 100 personnes avec un guide au moins sera définie au préalable. Le temps que chaque groupe passera sur le lieu de culte sera fixé à l'avance. Au titre du ministère en charge des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères a informé le Conseil des ministres de la visite effectuée ou de la participation du président du Faso au sommet sur le financement des économies africaines. C'était du 17 au 19 mai dernier. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a été informé donc de la situation de décès dans la commune de Pella, c'est dans la province du Boulkiemdé, suite à une intoxication alimentaire. Donc 7 décès ont été notés. Le gouverneur donc de la région a pris en main les premières mesures, qu'elles soient donc médicales, administratives ou psychosociales. Et jusque-là, les caractéristiques réelles de cette intoxication ne sont pas connues. Le gouvernement donc réitère ses condoléances aux familles éplorées, déjà portées par Madame le gouverneur, reste donc attentif aux résultats donc qui devraient établir les causes réelles de cette intoxication. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, le Conseil des ministres a été informé de la victoire des étalons en cyclisme au Tour cycliste du Bénin, en remportant donc les 6 étapes sur 6, des performances de Marthe Kuala en athlétisme, qui a établi un record aux 100 mètres et à l'occasion des championnats régionaux tenus à Dakar ce 22 mai, ce qui donc fait en sorte que notre compatriote est qualifié aux Jeux olympiques donc 2021. Le Conseil a été également informé de la performance réitérée par Hugues Fabrice Zango, qui a remporté donc le triple saut d'Ostrava avec 17,20 mètres. Le Conseil des ministres adresse ses félicitations aux étalons cyclistes, à Hugues Fabrice Zango, à Marthe Kuala. En outre, le Conseil des ministres adresse ses félicitations aux acteurs du sport scolaire et universitaire, qui a connu donc son épilogue le samedi 22 mai dernier à Tinkodogo. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a été informé de l'état d'avancement des préparatifs de la 27e édition du FESPACO, qui, nous pouvons le rappeler, va se tenir du 16 au 23 octobre 2021. À la date du 31 mars 2021, 1132 films provenant de 50 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe ont été donc enregistrés. 32 personnalités vont composer donc les sous-jurys prévus donc dans l'organisation de ce festival, et 10 salles donc, de cinéma dans la ville de Ouagadougou ont été identifiées et retenues pour donc abriter les projections au cours de ce 27e FESPACO de notre pays.